Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et bienvenue dans ce Quoi Neuf JP vidéo dans laquelle j'en profite pour vous parler de n'importe quoi, de ce que j'ai envie. Alors oui, on parlera de mes expériences de jeu récentes, mais on parlera également, on prendra le temps un peu de passer en revue rapidement, je vous le promets, mes dernières réceptions de jeux, parler un peu de ce à quoi j'ai hâte de jouer aussi. Le Gen Con est à nos portes. Je reviens de voyage en Italie. Bref, on a beaucoup de choses à se dire et sachez qu'en tout temps, vous pouvez utiliser la barre de défilement sous cette vidéo pour naviguer d'une section à l'autre plus efficacement. Vous aimez ce genre de contenu vidéo? Eh bien, faites-nous le savoir immédiatement en nous laissant un pouce vers le haut et un petit commentaire comique agréable sous celle-ci. Sans plus attendre, plongeons dans le vif du sujet. Hey! Je viens de revenir de faire un peu d'exercice à l'extérieur. Bon, tentative pitoyable un peu de ma part. Question de me déculpabiliser, de ne pas être quelqu'un de très actif dans la vie. Et j'en profite pour vous faire la présentation des montres Run Me Fit, compagnie qui a accepté de commanditer cette vidéo. Donc, comme je vous le disais en début de vidéo, récemment, je suis parti faire le plus grand voyage de toute ma vie. Je suis parti en Italie, à Rome, et lorsqu'on était là-bas, on a marché. Beaucoup, et il faisait chaud. Ça n'avait aucun sens. En plein milieu de la canicule en Europe, c'était incroyablement désagréable comme température et c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir, une montre intelligente pour avoir une espèce de rapport quotidien sur toute l'activité physique qu'on a fait pendant la journée. Et j'en avais pas à ce moment-là. Mais la compagnie nous avait contacté avant mon voyage. C'est simplement que je ne les avais pas reçus encore. Et depuis mon retour, je les porte. En fait, moi, je porte celle-ci et ma fille a porté celle-là pour que je puisse avoir quelque chose à vous dire sur chacune des montres. Mais maintenant, vous devez savoir que je porte la mienne à tous les jours et que j'apprécie avoir ce coup d'œil rapide sur mon état physique global. Alors, dans les deux cas, parce qu'ici, on a la Watch 4, qui est le nouveau modèle de la compagnie, et ici, on a la GTR 3. Mais vous devez savoir que dans les deux cas, on propose toutes les fonctions qui pourraient vous être utiles au quotidien. Bon, vite comme ça, appel Bluetooth, notification de messages, que ce soit moniteur d'activité physique et de sommeil, météo, rappel, calendrier, etc. Si on y va un peu plus précisément cette fois, on a la Watch 4, nouveau modèle, qui a un écran de à peu près 2 pouces d'AMOLED. Un nouveau modèle parce que ce qu'il propose de différent des autres, c'est qu'il est alimenté par l'intelligence artificielle et qui lui permet de fournir, d'analyser les données en lien avec l'activité physique et votre sommeil. De mon côté, je l'ai porté 10 jours avant d'avoir besoin de la faire charger. C'est une information pertinente à savoir. Et à chaque fois que je vais marcher ou que je vais faire de l'activité physique en général, j'utilise l'un des modes programmés qui me permet d'avoir un rapport complet, détaillé. Il y a même un GPS intégré dans la montre aussi, donc je peux avoir mon téléphone dans les poches. Puis après ma sortie, je fais juste consulter le parcours que j'ai fait avec les objectifs que je me suis donnés pour mon parcours. C'est bien agréable d'avoir autant de détails précis sur la montre Watch 4 que j'apprécie beaucoup. Et le second modèle que je vous présente, c'est la GTR 3. Alors ici, on est peut-être sur un modèle un peu plus féminin à cause de la couleur, mais vous devez savoir que les montres se font en différentes teintes de toute façon, sur un écran un peu plus petit aussi, de environ 1,5 pouces. Modèle, selon moi, peut-être un peu plus élégant.
que celle-là, qui fait vraiment smartwatch ou qui fait montre de sport. Alors ici, peut-être quelque chose d'un peu plus élégant. Et puisque la compagnie RunMeFit a décidé de commanditer cette vidéo, ils ont décidé de vous gâter en vous donnant l'occasion de profiter d'un rabais significatif sur toutes les montres qui sont sur leur site web. Alors, dans la description de la vidéo, je mettrai un lien direct vers la boutique. Vous pouvez utiliser le code promotionnel l'école du jeu, tout en lettres majuscules, pour apposer un rabais de 18% sur votre achat total, ce qui comprend toutes les montres disponibles sur leur site. On commence avec un jeu bien connu que vous avez certainement vu passer si vous avez Facebook et que vous faites partie de la communauté des ludistes francophones. Je vous parle de Wondrous Creatures, un jeu pour 1 à 4 joueurs. Personnellement, j'y ai joué dans des configurations à 2 et à 3 joueurs, puis j'ai pas vu vraiment de changements notables entre les deux configurations. J'ai trouvé l'expérience plutôt semblable. C'est dur pour moi de justifier de vouloir y jouer à plus de joueurs quand le seul impact notable que je remarque, c'est que le jeu est plus long. 2 fois plus long à 4 joueurs qu'à 2 joueurs. Mais j'ai quand même apprécié jouer à 3. Juste pour voir un peu, parce que en fait, à 3 joueurs, ce qui est un peu plus intéressant, peut-être, c'est la course aux objectifs, mais sinon, il n'y a pas d'interaction vraiment directe dans le jeu. Ça se ressemble beaucoup, peu importe le nombre de joueurs autour de la table, c'est mon avis. C'est un jeu donc qui partage nettement l'ADN de jeux comme Everdell, Ark Nova, mais selon moi, en plus agréable que ces deux titres. Ben oui, plus agréable que Ark Nova, selon moi. C'est un jeu donc de tableau building avec une touche de placement d'ouvriers, quelques aspects asymétriques qui sont principalement présents dès la mise en place, mais puisque c'est un jeu de tableau building, vous allez construire une espèce de petite machine que vous pourrez, avec vos cartes, que vous pourrez activer à différents moments pour aller récupérer divers avantages. Donc, votre petite machine à points et avantages va se développer différemment des autres joueurs pendant la partie. C'est un jeu donc qui a fait beaucoup parler de lui sur Internet, alors j'y vais rondement et sommairement, du moins j'essaie. De mon côté, je n'ai pas trouvé le jeu complètement wow, ahurissant. Non, je trouve que le jeu ne réinvente rien de grandiose, même que je pourrais dire qu'il ne réinvente rien du tout. mais, et il faut que je l'accorde, ça coule bien. Ça fonctionne, c'est dur à expliquer, mais j'ai trouvé ça bien appréciable. J'ai bien aimé. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai vu qu'il y a 2 mini-extensions qui existent. Une, je crois, qui est existante et une qui va sortir bientôt. Ça se peut que je me trompe pour le jeu, mais j'ai absolument pas regardé ce qu'elle propose. Je crois qu'il y en a une qui est au sujet des explorateurs et une au sujet des monstres mythiques. Donc, je ne sais pas, je crois que c'est seulement des mini-extensions. Est-ce que c'est plus de personnages pour les pouvoirs asymétriques de début de partie et des nouvelles cartes qui présentent des Pokémon, hein, carrément, des créatures plus difficiles à les récupérer, mais qui donnent de meilleurs avantages. J'en ai aucune idée. Laissez-moi le savoir dans les commentaires si vous avez eu l'occasion de vous informer à ce propos. Et si certains d'entre vous ont eu l'occasion d'y jouer en solitaire, comment avez-vous trouvé l'expérience? Qu'est-ce que ça change par rapport à l'expérience en multijoueur? Ça m'intéresse. On va dans une autre direction complètement avec Flip 7. Flip 7, c'est un jeu qui, du moins sur papier, est pour, je crois, 3 à 18 joueurs. En fait, on est devant un jeu de cartes. Là. Dans la boîte, on a un paquet de cartes et je crois que c'est tout. Donc, le paquet est constitué de cartes numérotées allant de 0 jusqu'à 12 et c'est important de prendre note dès le début de la partie, dès qu'on apprend à y jouer, que dans le paquet, on va retrouver seulement une carte de valeur 1, 2 cartes de valeur 2, 3 cartes de valeur 3, etc., jusqu'à 11 cartes de valeur 11, 12 cartes de valeur 12. C'est un jeu avec un gros aspect de push your luck, parce que à chaque tour, tu décides si tu pioches une carte
ou si tu t'arrêtes pour compter la valeur des cartes que tu as devant toi. Dès que tu pioches deux cartes de la même valeur, de valeur identique, eh bien, tu es éliminé, tu es kické out de la manche en cours et tu ne fais aucun point. Évidemment, eh bien, puisqu'on fait, pour compter les points, la somme des cartes qui sont devant nous, les cartes avec les plus grandes valeurs, 10, 11, 12, sont également les cartes les plus nombreuses dans le paquet. Donc, plus de chances de les piocher lorsqu'on décide si est-ce que j'y vais pour une carte de plus ou si je m'arrête pour faire mes points. Mes enfants disent que c'est un jeu qui est à la fois stressant mais addictif. Je trouve que c'est quand même assez bien dit. On ajoute à ça quelques cartes actions spéciales qui permettent de pimenter un peu le tout, qui vont changer un peu les règles. Bref, c'est un hit et ça fonctionne super bien. Sinon, qu'est-ce que je peux ajouter? Ben, c'est un jeu qui est rapide, des parties d'environ 15-20 minutes. C'est drôle. Même si tu te fais éliminer en cours de manche, tu reviens dans la manche suivante quelques instants après. Beaucoup de plaisir avec Flip 7. On retourne dans les gros jeux, les formats moyens, disons-le ainsi, avec Pirates of Maracaibo, les Pirates de Maracaibo, un jeu pour 1 à 4 joueurs, jeu dans le même univers que Maracaibo, qui est un jeu que j'aime énormément, un jeu qui se joue en 3 manches totales, et dans chaque manche, les joueurs bougent leur navire à travers des archipels pour s'y arrêter, effectuer des actions diverses. Une manche, ça se termine une fois qu'un joueur a réussi à atteindre la fin du trajet, à atteindre la ville de Maracaibo, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un aspect intéressant parce que dans certaines manches, on peut prendre le temps pour faire le plus d'arrêts possible sur toutes les îles qui sont en fait des cartes et le plus d'actions possible pour pouvoir en profiter vraiment au max. Ou alors, on peut avoir quelqu'un qui a une stratégie complètement inverse pour sprinter, pour accélérer la partie et espérer contrecarrer les plans de notre adversaire parce que dès qu'un joueur atteint comme la fin de la piste, eh bien, il me semble que le tour est complété et après ça, tous les joueurs recommencent au début de celle-ci pour la prochaine manche et il y a certaines cartes aussi, si on les recrute, qui peuvent changer. Donc, la piste ne sera pas la même, mis à part quelques îles qui vont rester là, qui sont coulées dans le béton. Donc, c'est un jeu également de tableau building. Donc, la plupart des actions vont nous permettre de récupérer des cartes pour améliorer notre navire, donner de nouvelles possibilités ou carrément marquer des points en fin de partie. Par contre, il y a aussi un aspect intéressant de manipulation de marché, on pourrait l'appeler comme ça, où la valeur des trésors que l'on peut récupérer dépend de l'offre et de la demande qu'il est possible d'influencer en cours de partie. Je crois qu'il y a des émeraudes, des perles et de l'or. Donc, on est capable de faire fluctuer la valeur de ces ressources, soit en fonction de ce que moi j'ai en ma possession et que je veux qu'il rapporte des points, ou ce que je vois que les autres ont en leur possession et que j'aimerais faire diminuer un peu la valeur. Bref, super agréable cet aspect dans le jeu. J'ai été surpris également par la durée du jeu. C'est probablement sa plus grande différence avec son grand frère, environ 1 heure à 2 joueurs, alors qu'une partie de Maracaibo, ça peut durer 3 heures et plus. C'est une version simplifiée du jeu original, mais qui reste assez croustillante et intéressante. Par contre, et ça, ce sera mon gros bémol, le jeu est une véritable soupe aux icônes et aux symboles. Il faut constamment interpréter ce que le mélange de certains symboles veut dire. Bon, ça veut dire de piocher des cartes, ça veut dire d'augmenter la valeur. Mais là, si on les superpose comme ça, avec un moins en avant, une parenthèse, c'est parfois compliqué. Les icônes ne sont pas toutes expliquées dans leur combinaison, sont expliquées comme individuellement et lorsqu'on les combine ensemble, on se retrouve parfois face à de l'interprétation. Sinon, bon jeu. On enchaîne avec Arborea. On est cette fois-ci sur du
1 à 5 joueurs et sur du lourd. Plus lourd que Pirates of Maracaibo et encore plus lourd que, c'est quoi déjà le premier jeu dont je vous ai parlé? Ah oui, Wondrous Creatures, est nettement plus lourd que Flip 7 aussi. Donc, vous savez, parfois, si vous avez déjà joué à plusieurs jeux de société, hein, on parle entre passionnés, là. Vous savez, avec l'expérience, parfois, on se promène dans une convention où on voit des images passer et il y a certains jeux où on fait seulement regarder le plateau principal, on regarde les composantes, puis on est capable de déduire certaines informations sur le jeu. On est capable, sans entendre les informations, sans entendre les règles, on est capable de déduire un peu comment y jouer. Eh bien, ce n'est pas le cas avec le plateau de Arborea. Le plateau a l'air tout droit sorti d'un bad trip de champignons magiques. C'est un vrai foutoir. Il y a rien, c'est à n'y rien comprendre, au moindre premier coup d'œil du moins. Disons simplement que à votre tour, vous avez la possibilité de placer vos ouvriers sur certaines pistes qui seront amovibles, ou reprendre les ouvriers déployés que vous désirez. Lorsque vous placez un ouvrier sur une piste, celle-ci va avancer selon le nombre et le type d'ouvrier qui s'y trouve déjà. Après avoir déplacé une piste, après l'avoir fait avancer, vous pouvez faire descendre de celle-ci vos ouvriers qui s'y trouvent, si vous le désirez, ou attendre pour qu'ils progressent encore plus afin d'atteindre les meilleurs avantages avant de descendre. Un peu comme dans Soulkin, si vous comprenez ma référence, où plus tu attends avant d'activer tes ouvriers, plus ils vont te donner des bénéfices intéressants. Donc, vous pourrez ainsi recruter davantage d'ouvriers, parce que si ma mémoire est bonne, on commence avec seulement 3 ouvriers et on peut aller en chercher jusqu'à 8. Vous pouvez récupérer des cartes de biomes, récupérer des ressources, inviter des créatures sur le plateau principal ou attirer des créatures sur votre plateau personnel. Ouais, la thématique est assez spéciale dans celui-là. Ce que j'ai trouvé génial, c'est vraiment la gestion des ressources qui sont communes pour tous les joueurs. Lorsque vous récupérez des ressources, ce ne sont pas des jetons que vous allez récupérer et que vous allez placer devant vous. Non, 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 ce temps est révolu. Alors, ici, c'est plutôt des marqueurs que vous allez déplacer sur le plateau central. Vous pourrez, certes, les utiliser à votre tour, principalement pour jouer des cartes devant vous, mais les ressources que vous n'utiliserez pas vous donneront des points de victoire à la fin de votre tour. C'est donc tout un dilemme à gérer, car votre adversaire, vous le savez, pourra à son tour profiter, bénéficier des ressources que vous aurez laissées disponibles dans la réserve commune. Alors, est-ce que je veux les utiliser le plus possible? En même temps, si j'en laisse de disponibles, ça me donne un paquet de points. Donc ça, j'aime ça, cette espèce de choix, de dualité-là intéressante. Personnellement, je suis bien content d'y avoir joué, mais je crois que les explications du jeu ont été aussi longues, sinon plus, que la partie elle-même. J'ai trouvé ça quand même bien, je dois dire, mais je crois que j'aurais oublié complètement ce jeu assez rapidement. D'ailleurs, de quoi on parle déjà? Je sais pas. On continue avec Dragon Eclipse, qui est présentement devant moi, alors qui est présentement installé encore sur ma table. Super jeu que je suis d'ailleurs en train de continuer maintenant que je suis en vacances, maintenant que je suis revenu de mon voyage, mais que je vais bientôt repartir aussi pour le Gen Con. Bref, j'en profite un peu pour continuer mon aventure. Je crois que je suis rendu au 5e scénario, 6e. J'ai oublié. Mais bref, je continue et c'est vraiment toujours aussi agréable. J'adore la petite partie de deck building au début de chaque scénario. J'adore la partie narration qui, bon, il faut le dire, occupe tout de même beaucoup de place dans l'expérience de jeu, la partie narrative. Certains s'attendaient à plus de combats, moins de narration. Je trouve que c'est quand même bien dosé de mon côté. Bon, il faut dire que côté narration, c'est pas aussi vaste et large que les autres jeux narratifs de Awakened Realms comme Tinted Grail ou Etherfields, mais
on a tout de même quelques embranchements assez intéressants. Et si vous désirez en apprendre plus sur Dragon Eclipse, parce que là, je ne vais pas vous faire une présentation complète du jeu, parce que je vous ai déjà proposé une session complète qui vous donne vraiment une bonne idée, sans trop vous gâcher de détails. Alors, je vais la faire apparaître à l'écran quelque part, là, je crois, et vous pourrez aller y jeter un coup d'œil. Ensuite, on y va avec une belle petite surprise, franchement, Stickers. Jeu pour 2 à 4 joueurs auquel je m'adonne avec mes 2 enfants de 8 ans et 10 ans. C'est rendu une petite routine pour nous, pratiquement d'y jouer à tous les 2-3 jours. C'est un jeu évolutif. Legacy, oui, qui simule l'univers des jeux de cartes à collectionner, dans lequel il existe 9 familles essentiellement de cartes différentes, qui sont toutes un peu, j'ai envie de dire, comiques, hein, qui vont combiner un animal avec un attribut. C'est assez drôle. Mes enfants aimaient bien les découvrir en début de campagne. Et donc, en début de partie, vous aurez ces 9 familles à distribuer et la rareté de chacune des familles est déterminée de façon aléatoire, commune, rare, mythique et légendaire. À chaque tour, on récupère une carte parmi l'offre de cartes disponible, puis on peut jouer dans sa collection autant de cartes qu'on le souhaite d'une même famille. Alors, je regarde mes cartes que j'ai en main, je choisis une famille parmi celles-ci et je joue autant de cartes que je le souhaite de cette famille devant moi. Si la dernière carte jouée, parce qu'on va les superposer les unes sur les autres, si la dernière carte jouée, celle sur le dessus de mon paquet, a une icône visible, alors, on peut activer l'action correspondante. D'une partie à l'autre, on ouvre des enveloppes qui débloquent de nouvelles composantes, des nouvelles règles et même des autocollants qu'on pourra apposer sur certaines cartes. C'est un jeu super sympathique qui se joue environ en 30 minutes, qui fonctionne super bien avec les enfants. J'ai du plaisir à y jouer moi aussi, qui reste simple malgré les ajouts de règles et des nouvelles composantes. Et ce qui est plaisant, c'est qu'on ajoute, parce que ça c'est un de mes détails que j'ai détesté dans des jeux comme Zombie Kids où on fait constamment ajouter des règles. Et que si on n'y joue pas, très souvent, on les oublie. Dans les jeux Legacy, hein, c'est souvent ça. Entre adultes, ça va. Avec les enfants, il faut y aller un peu plus graduellement. Et ce qui est plaisant dans Stickers, c'est qu'on ajoute uniquement de nouvelles règles à la fin de chaque série de 3 parties. Donc, on n'est pas constamment en train d'apprendre de nouvelles règles. Oui, il y a une campagne, entre guillemets, qui se joue en 15 parties. Et surtout, le jeu demeure jouable, même après avoir débloqué tout le matériel, ce qui est un détail non négligeable que je tenais à mentionner. Tiens, on termine avec un jeu complètement différent. On termine avec Conservas, un jeu qui se joue strictement en solitaire, un jeu de bag building. J'aime beaucoup le bag building, avec la thématique de la pêche en haute mer. On va devoir gérer notre petite entreprise, l'achat et l'entretien de chalutiers, tout ça en évitant le plus possible la surpêche. Et je trouve que cette thématique écolo-responsable, j'ai envie de dire, et en guillemets, est bien retranscrite dans le mécanisme de jeu. Intéressant. Donc, le jeu propose 12 scénarios complètement indépendants les uns des autres, qui sont présentés sous forme de calendrier, commençant par le mois de janvier et se terminant par le mois de décembre. Vous pouvez les jouer dans l'ordre que vous voulez. C'est juste que chaque scénario a un niveau de difficulté ou de complexité croissant, j'ai envie de dire, avec des nouvelles restrictions, des nouvelles possibilités, des objectifs et tout ça, par contre, avec des règles communes. Donc, on n'est pas en train, encore une fois, de réapprendre les règles à chaque fois. Donc, c'est bien sympathique, c'est plutôt simple, mais oh que ce n'est pas facile pour autant, les amis. Non, non, non. La première partie nous met face à face avec nos erreurs. Puis ça, j'aime ça, les jeux dans ce style où tu ne gagnes pas ta première partie
et où tu constates en jouant que « Ah, OK, je comprends, ça c'était vraiment un mauvais choix parce que tantôt il va se passer telle chose. » Et là, tu dois, à ta deuxième partie, tu as envie de rejouer pour mieux mettre en pratique ce que tu viens d'apprendre. Et Conservas le fait très bien, ça. Parce que oui, d'un côté, on veut pêcher le plus de poissons possible pour réaliser du profit. Ça, c'est comme l'objectif principal du jeu. Mais si on en récupère trop, la reproduction de poissons est impactée et c'est possible qu'on se nuise à nous-mêmes en réduisant trop la population et que ça devienne donc même impossible pour nous de gagner parce que on a provoqué de la surpêche. Donc, on doit toujours bien gérer ça. Il y a un équilibre intéressant et bien intégré entre la gestion de ce que l'on veut pêcher pour le transformer en conserve et le vendre et ce qu'on veut relancer à l'eau pour que les espèces continuent de se reproduire. On change de répertoire maintenant. Je vous parle de mes réceptions récentes. Alors, des jeux que j'ai reçus récemment. Là, je sais que c'est vague, mais j'ai pas de date à vous donner vraiment. Que je n'ai pas encore essayé. Je crois pas. Il y a tous des jeux auxquels j'ai déjà joué là-dedans. Peut-être. Je le dirai si c'est le cas, mais je crois pas. Je vous dirai lesquels m'intriguent le plus et vous aurez l'occasion pour chacun de me laisser dans les commentaires votre avis si vous avez eu l'occasion d'y jouer. Mais on va faire ça très, très rapidement parce que pour la grande majorité, je connais presque rien sur les jeux. Alors, on y va avec la plus petite boîte sur le dessus de la pile. C'est Agent Avenue, un jeu pour 2 joueurs seulement avec une thématique d'espion un peu qui m'intriguait énormément. Je crois que c'est un jeu qui a quand même eu une très bonne réception, qui est arrivé en français aussi de Yellow. Petit jeu à 2 joueurs de Yellow que j'aime toujours découvrir. Alors, j'ai hâte d'y jouer. Probablement que c'est un jeu qui va plaire à ma fille, ça. On continue avec un jeu que quand j'ai vu passer ce titre-là, je me suis dit, mais c'est quoi ça? J'en ai jamais entendu parler. La thématique est donc intéressante. C'est le jeu Ovation. C'était un jeu sur la thématique de la musique, de la production de la musique, où on peut interpréter des grands musiciens, de l'histoire. Et bon, y a-t-il des exemples? J'aurais aimé vous donner des exemples. Bon, il y a évidemment Bach, Beethoven, Mozart, il y a aussi Joseph Bologne, Mariana Martinez aussi. Alors, il y a du engine building là-dedans. Il y a de l'interaction entre les joueurs positive aussi, de la gestion de ressources, du card drafting, du draft de cartes, un jeu pour 1 à 4 joueurs qui se joue, selon la boîte, en moins de 60 minutes. Vous allez avoir même des petits plateaux avec vos pianos, vos claviers que vous allez devoir gérer. Thématique intéressante, composante intéressante, pitch intéressant, j'achète. On y va, tiens, avec... Oh, celui-là est encore dans le plastique. Je l'ai reçu un peu avant de partir en voyage. C'est Creature Caravan. Alors, jeu de Ryan Laukat, moi, je suis toujours un peu mitigé sur ces jeux. Il y en a que j'ai beaucoup apprécié, il y en a qui m'ont franchement déçu. Alors, un jeu pour 1 à 4 joueurs, d'une durée, selon la boîte, de 60 à 90 minutes. J'ai pas grand-chose à vous dire sur celui-ci, mais allez voir la section commentaires, peut-être que certains auront ajouté leur petit grain de sel. Oh, la pile va s'effondrer ici. Ouais, parce que là, j'ai pas pensé à ça, mais là, j'ai tout empilé mes boîtes, de la plus grosse jusqu'à la plus petite. Et là, je suis en train de faire le contraire, en mettant la plus petite sur le bas de la pile et en train d'augmenter. OK, on y va avec un jeu qui sera en campagne de sociofinancement vers la fin de l'été, début du mois de septembre. Ouh, boîte assez bien remplie et même à l'envers. The Gilded Realms. Alors, jeu qui a déjà été en campagne de sociofinancement pour sa version anglaise. Et cette fois-ci, mesdames et messieurs, on y va pour une version internationale qui sera disponible avec, oui, des règles en français. Par contre, je dois vous dire que je n'y ai pas encore joué. Je n'ai même pas encore déballé le jeu. J'y ai pas jeté de coup d'œil encore. J'avais jeté un coup d'œil à la première campagne jadis, quand elle avait été
publié en ligne et j'ai été contacté donc par la compagnie pour produire une vidéo pour la version internationale, multilingue, comprenant le français. Donc, j'ai bien envie de vous en reparler une fois le temps venu. On est sur du gros jeu épique, laissez-moi vous le dire, là, du 1h30 à 3 heures, un jeu pour 1 à 4 joueurs. Alors, on pourra s'en reparler en temps et lieu. Ce sera à surveiller pour la fin de l'été. T'sais, on y va avec un jeu qui fait pas mal jaser ces temps-ci sur les différentes chaînes YouTube. Oh, la boîte est beaucoup plus lourde que ce que je le pensais. OK, alors Vantage. Vantage qui est un jeu de Stonemaier Games, jouable de 1 à 6 joueurs. Je crois que c'est ça. Ouais, 1 à 6 joueurs. Vraiment particulier. Jeu d'aventure où le jeu est beaucoup plus axé sur l'exploration et l'expérience que sur l'issue de la partie, soit la victoire ou la défaite. Des parties complètement différentes d'une personne à l'autre. Pas de jeu de campagne. Oui, c'est un jeu évolutif, j'ai envie de dire, mais oubliez ça, là, on n'est pas sur du jeu Legacy, vous n'allez pas altérer votre jeu. Bref, Sylvain vous a proposé une vidéo pour vous présenter le principe du jeu. Vous irez y jeter un coup d'œil. OK, il nous en reste encore plusieurs, donc je continue rapidement avec les potions d'Azerland, un jeu pour 1 à 4 joueurs, ça aussi jouable en 60 à 90 minutes. J'aime bien les jeux avec thématique d'alchimie et tout ça, alors je voulais y jeter un coup d'œil. On continue avec un gros jeu qui m'intimide, c'est Algi Incorporated. Algi Inc., qui est le dernier gros titre de la compagnie Game Brewer, qui, je crois, est-ce qu'ils ont fait faillite, Game Brewer? Je crois qu'ils terminaient leurs activités, alors je crois que c'est peut-être l'un de leurs derniers titres, à moins d'erreurs de ma part. Gros jeu, des tonnes de petites composantes là-dedans. J'ai hâte de le découvrir, peut-être en solo, à moins de trouver quelqu'un qui soit game de s'y plonger avec moi. On continue avec probablement l'un des prochains jeux que je vais explorer, beaucoup plus léger, Everdell Duo. Donc, la configuration à 2 joueurs de Everdell, également jouable en solitaire avec plusieurs modes de jeu. Il y a un mode compétitif, il y a un mode coopératif, il y a un mode solo et il y a une espèce de campagne évolutive coopérative également que le jeu propose. Alors ça, ce sera probablement l'un de mes prochains. Peut-être avec l'un de mes enfants. Peut-être que mon garçon, ça l'intéresserait d'avoir un jeu évolutif comme ça de campagne dans lequel on pourrait jouer seulement lui et moi. OK, on y va avec... Oh, tiens, un jeu qui a fait pas mal jaser, mais qui... C'est rendu derrière nous, mais quand même, Coffee Rush, petite gestion d'un café, jeu pour 2 à 4 joueurs. J'étais déçu qu'il n'y avait pas de version solo du jeu, mais c'est pas grave. Gestion d'un café, des commandes. J'ai déjà joué à quelques-uns de ces styles de jeu. Ça fait penser un peu à Grand Austria Hotel, mais ici on est dans du beaucoup plus léger, avec des composantes super magnifiques. Il nous en reste 2. On continue avec, tiens, un autre jeu qui a fait beaucoup jaser, que Sylvain a vraiment beaucoup apprécié, SETI, recherche d'intelligence extraterrestre, que je n'ai pas joué encore, mais Sylvain, il va falloir y jouer, là. Il va falloir que tu me fasses jouer à ça, parce que je crois que c'est vraiment mon style. J'aime beaucoup CGI comme compagnie. Jeu pour 1 à 4 joueurs, si je ne me trompe pas. On est sur du lourd, du 40 minutes par joueur. Il y a des peuples extraterrestres qui vont être différents d'une partie à l'autre là-dedans, qu'on va devoir essayer de collecter des informations sur ces peuples-là, et selon les peuples extraterrestres qui seront disponibles en cours de partie, et je crois des moments où est-ce qu'on va les découvrir, ça va nous offrir une panoplie de possibilités différentes. Bref, Sylvain, il faut que tu me fasses jouer à ça. Et je crois qu'il nous reste une dernière boîte, c'est Arx. Arx, guerre et déclin dans les confins. Un jeu de Cole Wehrle qu'on connaît pour Root, qu'on connaît aussi pour l'autre jeu que j'oublie toujours, qui est une espèce de campagne.
un jeu évolutif, pas legacy, mais évolutif, qu'on peut jouer avec les mêmes personnes, ou avec des personnes différentes, où le monde est en constant changement avec la politique. J'ai complètement oublié. Alors, Arx, qui est un jeu à thématique un peu sci-fi, dans l'espace, j'ai hâte de voir parce que les jeux qui se passent dans l'espace avec des petits vaisseaux spatials et tout ça, j'ai de la difficulté. Ici, quand ça se passe sur Terre, qu'on étudie ce que dans l'espace, ça va. J'ai de la difficulté avec cette thématique-là, science-fiction, mais je suis convaincu que le jeu est bon. Je veux dire, Cole Wehrle fait des bons trucs. Alors, j'ai bien hâte de le découvrir. Et sinon, juste avant de terminer cette vidéo, sachez que Sylvain et moi allons partir pour la fin du mois de juillet jusqu'au début du mois d'août. Donc, je crois qu'on sera parti du 29 juillet jusqu'au 3, 4 août, quelque chose comme ça. On va faire 17 heures de route aller-retour. Donc, 34 heures de route totale pour se rendre jusqu'à Indianapolis, aux États-Unis, pour assister au Gen Con, le plus gros salon de jeux de société en Amérique du Nord, le deuxième plus grand au monde après Essen. Mais on n'a pas encore le budget pour se rendre à Essen. Avis aux généreux donateurs, vous pouvez aller faire un don sur notre Patreon. Alors, on aimerait vraiment ça, aller traverser l'océan et aller assister au salon d'Essen. Mais bon, pour l'instant, on doit se contenter du Gen Con et en plus y aller en voiture parce qu'on ramène énormément de jeux. La voiture en est pleine. On dort carrément dans la voiture à côté sur des boîtes de jeux de société. Alors, on y est allé pour la dernière fois, je crois, en 2023. C'est-tu à l'été 2023, Sylvain, qu'on est allé au Gen Con? Ou c'était en 2022? Ah, je me souviens pas. Et bref, la route est pénible, mais une fois rendu là-bas, c'est agréable. On passe du bon temps et on découvre une panoplie de jeux qui ne sont pas encore disponibles ici ou qui sont nouvellement disponibles. On en profite pour ramener des copies presse pour vous en faire la présentation. On va certainement aussi vous proposer des capsules pendant notre temps là-bas. Alors, ce sera à visionner pour savoir ce qui s'en vient, c'est quoi les incontournables de l'année, de la deuxième partie de l'année 2025. Il y aura beaucoup de scoops qu'on pourra vous partager une fois là-bas aussi. Alors, c'est à surveiller sur notre chaîne, notre petite escapade au Gen Con. Par contre, vous devez savoir qu'on va se coucher à des heures inimaginables. On va faire énormément de voitures et lorsqu'on va revenir, on va être complètement claqué. Alors voilà pour ce qu'était de cette vidéo. Je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Comme d'habitude, si vous avez apprécié celle-ci, laissez-nous le savoir avec un pouce vers le haut, un commentaire pour faire un retour sur n'importe quel sujet dont il a été question dans cette chronique vidéo. Un petit bonjour, un coucou, comment vas-tu, n'importe quoi. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et pour terminer cette vidéo, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine!